Le bruit est la première nuisance au travail identifiée par les salariés et compte parmi les facteurs de pénibilité. Cette présentation explique comment procéder en suivant les recommandations de l'INRS décrites dans le guide ED 6035. L'évaluation du risque bruit peut être complexe. Afin d'économiser les efforts de mesurage, nous vous proposons de suivre la méthode décrite par l'INRS qui repose sur 3 niveaux. L'estimation sommaire du risque ne requiert aucune mesure. Elle est basée sur la possibilité de communiquer dans le bruit ou sur les données techniques des équipements de travail utilisés. Ce premier niveau d'estimation est destiné à distinguer les situations certaines, risque ou absence de risque avéré, des situations incertaines pour lesquelles il est nécessaire de passer au deuxième niveau de la démarche, l'évaluation simplifiée. Cette deuxième étape nécessite d'avoir une idée des niveaux de bruit et des durées des phases d'exposition. Si à nouveau le risque est incertain, il faudra alors passer à l'étape 3, le mesurage normalisé. Il doit être mis en œuvre lorsqu'il est nécessaire d'avoir un résultat précis et nécessite de respecter les préconisations de la norme de mesurage. Le mesurage doit être réalisé par une personne compétente avec du matériel de mesure répondant aux exigences de la norme. La première façon de réaliser l'estimation sommaire du bruit est d'effectuer un test de communication. Il est basé sur la capacité à pouvoir communiquer aisément, à voix normale, avec ses collègues à 1 mètre de distance. Pour cela, il faut déterminer quelles sont les personnes potentiellement exposées, sans oublier les personnes présentes de façon non permanente dans les lieux bruyants. Pensez par exemple aux agents de maintenance ou les agents de maîtrise. Le constat par votre médecin du travail d'atteinte auditive anormale parmi un groupe de travailleurs peut également inciter à objectiver le risque lié au bruit auquel ces salariés sont exposés. En complément, il faut s'assurer de l'absence d'événements acoustiques rares et intenses sur le lieu de travail tels que des chocs métalliques, des détentes d'air comprimé, des alarmes à fort niveau. Dans le cas contraire, le risque sera considéré comme certain. Pour pouvoir procéder au test de la communication, il faut procéder ainsi. Comme indiqué dans le tableau, s'il est nécessaire de crier ou si vous éprouvez des difficultés à vous faire comprendre par une personne située à moins d'1 mètre de vous, on peut considérer que le risque est certain. Il en sera de même si le médecin du travail a constaté une atteinte auditive. A contrario, si vous pouvez communiquer normalement avec une personne située à 50 cm, on conclura à la certitude d'absence de risque. Enfin, si l'on doit crier ou si l'on a beaucoup de difficultés à se faire comprendre par une personne à 2 mètres de distance, on atteint le niveau 1, celui pour lequel le risque est incertain. Dans ce cas, il faut passer au niveau d'évaluation suivant. Il est également possible aujourd'hui de consulter des données d'exposition au bruit professionnel, par secteur d'activité et par métier. La base de données SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance accident, accessible à tous, vous permettra de vous référer à votre situation professionnelle. Bien entendu, les valeurs que vous consulterez sont indicatives, mais combinées avec le test de la communication, elles vous permettront d'estimer sommairement le risque. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la SUVA à l'adresse qui s'affiche sur l'écran pour retrouver les données propres à votre secteur d'activité. Une fois sur le site de la SUVA, cliquez sur la zone figurée dans le cadre rouge pour obtenir les bases de données en français. Plusieurs tableaux sont alors proposés. Ils sont regroupés par type d'industrie. Une fois que vous avez identifié l'activité qui vous correspond ou qui se rapproche le plus de la vôtre, cliquez sur le numéro de tableau correspondant. Cliquez ensuite sur le document PDF situé en face de Download et vous obtiendrez ainsi le tableau des niveaux sonores pour l'activité choisie. La colonne du milieu est en français et la 4e colonne correspond au LEX, soit au niveau d'exposition sonore quotidienne. C'est dans cette colonne que vous retrouverez l'information recherchée. Passons maintenant à la deuxième méthode d'évaluation basée sur des points d'exposition. On peut l'appliquer dès lors que l'exposition quotidienne peut être décomposée en plusieurs phases de travail distinctes.
Elle permet d'obtenir une estimation de l'exposition totale au bruit et un classement des phases d'exposition, pour ensuite prioriser les actions de réduction du risque. Pour la mettre en œuvre, il faut estimer pour chaque phase bruyante son niveau de bruit et la durée totale quotidienne d'exposition à cette tâche. Pour commencer, il faut donc décomposer la journée de travail en plusieurs phases d'exposition. Une phase peut être répétée au cours de la journée. Il faudra en tenir compte pour estimer la durée totale d'exposition quotidienne. Par exemple, on peut imaginer 5 phases de 3 minutes d'utilisation d'une soufflette. On considérera alors que la personne ou le groupe de personnes exposées de manière similaire, on parle de groupe d'exposition homogène, est exposé 15 minutes par jour. Pour chaque tâche, on recherchera le niveau de bruit en dBA, soit par des mesures simples, soit en s'aidant de bases de données. Prenons un autre exemple. Le cas que nous vous proposons d'étudier est celui d'un salarié qui a une activité de mécanique de précision 6 heures par jour et qui utilise également une tronçonneuse à chaîne électrique à raison d'1 heure par jour. La base de données de la SUVA nous indique que le niveau mesuré pour la mécanique de précision est de 80 dBA. Et la notice d'utilisation de la tronçonneuse à chaîne électrique affiche un niveau de pression acoustique de 90 dBA. Il faut alors attribuer à chaque tâche un nombre de points à partir de ce tableau. Dans l'exemple donné, 2 phases ont été identifiées. La première, l'activité d'usinage, qui correspond à une exposition de 6 heures à 80 dBA, et la seconde, le tronçonnage, à une exposition d'1 heure à 90 dBA. Commençons par la phase 1 qui dure 6 heures. Le tableau ne propose pas de durée équivalente à 6 heures. Il faut donc décomposer cette période en deux, une de 4 heures et une de 2 heures. Dans la colonne du niveau de bruit, on recherche la ligne 80 dBA. Puis, on regarde à combien de points correspondent chacune des périodes. Ainsi, 4 heures à 80 dBA donne 16 points et 2 heures 8 points. En additionnant les deux, on obtient un premier sous-total de 24 points. Pour la phase 2, 1 heure d'exposition à 90 dBA correspond à 40 points. On additionne alors les 24 points de la phase 1 aux 40 points de la phase 2, ce qui nous donne un total de 64 points. Il faut alors se reporter à la colonne 8 heures et rechercher dans celle-ci le nombre de points qui se rapproche le plus de notre total. Le tableau propose 64 points. Il suffit alors de rechercher l'équivalence dans la colonne niveau de bruit. C'est ainsi qu'on peut en déduire que l'exposition quotidienne au bruit, pour une période de référence de 8 heures, comme le prévoit le Code du travail, est de 83 dBA. Si le total des points est inférieur ou égal à 16, alors l'exposition quotidienne est inférieure ou égale à 77 dBA, et l'on peut conclure à la quasi-certitude d'absence de risque. A contrario, si le total des points est supérieur ou égal à 200, alors l'exposition quotidienne est supérieure ou égale à 88 dBA, et l'on est dans une situation de risque quasi certain. Pour les cas où le total est compris entre 17 et 199 points, il est beaucoup plus difficile d'interpréter les résultats et il sera préférable de passer à l'étape suivante, à savoir une évaluation normalisée. Ce tableau récapitule les principales obligations réglementaires selon le niveau d'exposition quotidienne au bruit. Dans tous les cas, il faut essayer de réduire le bruit au niveau le plus bas possible et estimer l'exposition sonore par l'une et ou l'autre des méthodes évoquées précédemment. Dès lors que l'exposition quotidienne au bruit est susceptible d'atteindre 80 dBA, soit la valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action, il faut procéder au mesurage de l'exposition. Si cette VAI est atteinte, l'employeur doit veiller à informer et former les salariés concernés sur les risques liés au bruit et les moyens de s'en protéger. Des tests de l'audition, appelés audiométrie, seront réalisés dans le cadre du suivi médical des salariés concernés.
L'employeur doit également mettre à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle, EPI, de type protecteur individuel contre le bruit, PICB. Il peut s'agir de bouchons d'oreilles jetables ou réutilisables, ou moulés individualisés, ou encore de coquilles que l'on appelle le plus souvent casque anti-bruit. À ce niveau, le port n'est pas encore obligatoire, mais fortement recommandé. Dès lors que l'exposition quotidienne au bruit atteint ou dépasse 85 dBA, ce qui correspond à la valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action, VAS, le port de PICB devient obligatoire et les zones où l'on atteint 85 dBA doivent être signalisées à risque bruit. La signalétique doit également indiquer le port de PICB. Concernant le choix des protecteurs auditifs, leur port doit garantir une exposition inférieure à 87 dBA. Enfin, l'accès aux zones dans lesquelles les niveaux de bruit sont supérieurs ou égaux à 85 dBA doit être limité aux seules personnes qui sont censées y travailler. Pour les cas pour lesquels on ne peut pas conclure, comme nous l'avons vu précédemment, il faut prévoir un mesurage normalisé de l'exposition au bruit. Ce travail peut être réalisé par une personne compétente, si l'entreprise bénéficie en interne des moyens et compétences nécessaires, rien ne l'en empêche. À défaut, elle peut faire appel à un prestataire extérieur. Ce travail peut également être réalisé par un organisme accrédité. Si l'inspection du travail en fait la demande, le recours à un organisme accrédité est obligatoire. Ou le travail peut être réalisé par le SMIA sous certaines conditions. L'équipe des hygiénistes du SMIA peut vous accompagner dans cette démarche, mais en aucun cas, elle ne se substituera au prestataire extérieur ou organisme accrédité pour les contrôles réglementaires périodiques. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre médecin du travail pour plus de renseignements. Nous allons ici essayer de synthétiser la démarche en 3 étapes telle qu'elle vous a été présentée par un schéma. On commence donc par identifier les travailleurs susceptibles d'être exposés au risque bruit, puis par réaliser l'estimation sommaire du risque, soit par le test de la communication, soit à partir de données trouvées dans de la bibliographie. Si l'estimation sommaire conclut à la certitude d'absence de risque, aucune mesure autre que l'évaluation périodique 5 ans plus tard n'est nécessaire. Si l'évaluation sommaire conclut à un risque certain, il faudra mettre en place un programme technique de réduction du bruit, informer votre médecin du travail pour qu'il procède à une surveillance médicale appropriée, rendre obligatoire le port des PICB et s'assurer que ces derniers protègent convenablement du bruit auquel sont exposés leurs utilisateurs. Si l'estimation sommaire conclut à un risque incertain, il faut passer à l'étape suivante, l'évaluation simplifiée. Si l'évaluation simplifiée donne un total de 16 points ou moins, on reste sur du contrôle périodique. Si le total est supérieur ou égal à 200, le seuil d'action supérieur est dépassé et les mesures précédemment citées sont à mettre en œuvre. Enfin, si le total des points est compris entre 17 et 199, il faut procéder à une évaluation normalisée de l'exposition au bruit. Celle-ci permettra alors de dire où se situe l'exposition quotidienne par rapport au seuil d'action. Le mesurage doit être réalisé selon les prescriptions de la norme française EN ISO 9612. Si les résultats, en prenant compte l'incertitude de mesurage, concluent à une exposition quotidienne inférieure à 80 dBA, alors il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures que l'évaluation périodique du risque bruit. Si l'exposition quotidienne au bruit, toujours en prenant compte l'incertitude de mesurage, se situe entre les deux seuils d'action, soit entre 80 et moins de 85 dBA, l'employeur doit alors veiller à fournir dans un premier temps aux salariés concernés des protecteurs individuels contre le bruit, PICB, sachant que le port des PICB n'est pas encore obligatoire mais vivement conseillé. Et il doit veiller à former et informer les travailleurs concernés. Enfin, si l'exposition quotidienne atteint, voire dépasse le seuil d'action supérieur, 85 dBA, il faut alors mettre en place un programme technique de réduction du bruit,
mettre en place une surveillance médicale adaptée pour les salariés, réalisation d'audiométrie, rendre obligatoire le port des PICB et s'assurer que les PICB fournis permettent d'avoir une exposition quotidienne inférieure à 87 dBA. Votre service de santé au travail peut vous aider à évaluer le risque bruit, mais aussi et surtout vous conseiller pour la réduction du bruit ou à défaut pour la réduction de l'exposition au bruit des salariés. En effet, si vos salariés sont gênés par le bruit et ou sont exposés à des niveaux à risque, il ne faut pas s'arrêter à l'évaluation de ce risque, mais bien aller vers la mise en place d'un plan de réduction du bruit. De nombreuses solutions existent. Il est possible de mener des actions, telles que, en amont, une modification de procédé, une réparation ou un remplacement de source. Ou agir sur là où les sources du bruit, telles que la mise en place de silencieux, éviter les entrechoquements, ou sur la propagation du bruit, faire un encombrement, un traitement acoustique du local, écran, ou agir sur la réception, mise en place de cabines, choix de PICB adaptés. Alors n'hésitez pas à faire appel à nos services pour plus de renseignements.